très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre. En partie, justement, à cause de la crainte que j'ai de toi. En partie, parce qu'il me faut, pour expliquer cette crainte, entrer dans une foule de détails dont je ne pourrais rendre compte oralement avec tant soit peu de cohérence. Et si j'essaie ici de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de manière très incomplète, parce que même à l'écrit, la crainte et ses conséquences entravent ma relation avec toi, et parce que le sujet, par son ampleur, excède de beaucoup ma mémoire et mon entendement. À tes yeux, la chose s'est toujours présentée très simplement, du moins pour ce que tu en dis chaque fois devant moi et devant beaucoup d'autres sans distinction. Ton point de vue est en gros celui-ci: toute ta vie, tu as travaillé dur, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. J'ai mené en conséquence une vie de pacha, j'ai eu entière liberté d'apprendre ce que je voulais, j'ai été préservé de tout souci matériel, donc de toute espèce de souci. Tu n'as jamais exigé en échange aucune gratitude. Tu connais la gratitude des enfants, mais tu aurais tout de même attendu ici ou là un geste dans ta direction, un signe de sympathie, au lieu de quoi je n'ai cessé depuis toujours de me cacher de toi pour me réfugier dans ma chambre, dans les livres, dans la fréquentation d'amis détraqués, dans des idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais venu près de toi au temple. Je ne t'ai jamais rendu visite à Franzensbad. Je n'ai au demeurant aucun sens de la famille. Je me suis déchargé sur toi de la gestion de l'usine avant de te laisser complètement tomber. Je ne me suis jamais intéressé au magasin ni aux autres affaires. J'ai soutenu Hotla dans son entêtement. Enfin, alors que je ne bouge pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre. Je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il apparaît que tu ne me reproches rien en vérité de proprement inconvenant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage, mais une attitude étrangère, de la froideur, de l'ingratitude, et cela tu me le reproches. Comme si j'en étais coupable, comme si j'avais pu, disons, en redressant la barre, donner un autre cours aux choses, alors qu'il n'y a pas de ton côté la moindre culpabilité, à moins que ce ne soit dans la trop grande bonté que tu as fait preuve envers moi. Cette façon que tu as de présenter les choses, je n'y souscris que dans la mesure où, moi non plus, je ne te crois absolument pas coupable du fait que nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre, mais cette non-culpabilité est aussi la mienne, et tout aussi absolument. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, ce serait la porte ouverte. Non pas à une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour ça, mais une sorte de paix, sinon à la cessation, du moins à un relâchement de tes incessants reproches. Tu as curieusement une certaine intuition de ce que je veux dire. Ainsi, par exemple, tu m'as dit il y a quelque temps: je t'ai toujours bien aimé, même si extérieurement je ne me suis pas conduit avec toi comme d'autres pères le font, pour la bonne raison que je ne sais pas simuler comme d'autres. Or, père, je n'ai jamais globalement mis en doute ta bonté à mon égard, mais je considère cette remarque comme injuste. Tu ne sais pas simuler, c'est juste, mais affirmer pour cette seule raison que les autres pères sont des simulateurs est soit pur ergotage, et il n'y a plus lieu de discuter, soit, et c'est de cela je pense qu'il s'agit vraiment, traduit en termes voilés le fait que quelque chose ne va pas entre nous et que tu as contribué, mais sans être coupable. Si c'est cela que tu penses vraiment, alors nous sommes d'accord. Naturellement, je ne dis pas que ton action sur moi suffit à expliquer ce que je suis devenu, ce serait très exagéré, et j'ai moi-même tendance à verser dans cette exagération. Rien ne permet d'affirmer que si j'avais grandi sans subir la moindre influence de ta part, j'aurais pu devenir un homme selon ton cœur. Il est probable que je serais quand même aujourd'hui un être souffreteux, craintif, hésitant, inquiet, ni Robert Kafka, ni Karl Hermann. Mais tout autre, cependant, que je ne suis, et nous aurions parfaitement pu nous supporter. J'aurais été heureux de t'avoir pour ami, pour patron, pour oncle, pour grand-père, et même, avec plus d'hésitation déjà, pour beau-père. Mais comme père précisément, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères étaient morts en passage, que les sœurs sont venues bien plus tard, et qu'il m'a donc fallu soutenir tout seul le premier choc, c'est pourquoi j'étais beaucoup trop faible. Compare-nous, tous les deux,
moi, pour faire très court, un Lovie, avec un certain fond Kafka qui justement n'est pas stimulé par cette volonté qui porte les Kafka vers les affaires, la conquête, mais par un aiguillon Lovie plus secret, plus farouche, qui agit dans une direction différente. Et souvent n'agit plus du tout, toi, au contraire, un vrai Kafka, par la vie, la conquête, les affaires, la persévérance, la puissance d'esprit, une certaine largeur de vue, avec naturellement les défauts et les faiblesses qui sont le revers de ces qualités dans lesquelles te précipite ton tempérament. Et tes brusques colères, Kafka, tu ne l'es peut-être pas tout à fait dans ta manière générale de voir, pour autant que je puisse te comparer à mes oncles Philippe, Ludwig et Henrik. Et curieux, là non plus je ne vois pas très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient tous plus vifs, plus alertes, plus détendus, plus sociables, moins sévères que toi. En cela d'ailleurs, j'ai beaucoup hérité de toi, et bien trop gérer l'héritage, sans, il est vrai, posséder dans mon caractère les contrepoids nécessaires dont tu disposes, mais tu as probablement connu, sans doute, des périodes différentes sous ce rapport. Tu étais peut-être plus gai avant que tes enfants, moi le premier, ne te déçoivent et ne t'accablent à la maison. En effet, quand il y avait des étrangers, tu étais un autre. Et tu es peut-être redevenu plus gai maintenant que tes petits-enfants et ton gendre t'apportent un peu de cette chaleur que tes propres enfants, à part Vali peut-être, ne pouvaient te donner. Quoi qu'il en soit, nous étions si différents, et dans cette différence si dangereux l'un pour l'autre que si d'aventure on avait voulu calculer à l'avance comme en moi, l'enfant qui lentement se développait, et toi, l'homme fait, nous allions nous comporter l'un envers l'autre, on aurait pu supposer que tu allais tout simplement m'écraser, et qu'il ne reste rien de moi, quoi qu'il en soit. Nous étions si différents. Et dans cette différence si dangereuse l'un pour l'autre que si d'aventure on avait voulu calculer à l'avance, hein, j'étais un enfant craintif, hein, hésitant, inquiet. Mais je ne veux pas croire que j'ai été particulièrement difficile à mener. Je ne peux pas croire qu'avec un mot gentil, un bon regard, en me prenant simplement par la main, on eût pu obtenir de moi ce qu'on voulait. Or, tu es bien au fond un être bon et tendre, ce qui suit n'y contredira pas. Je ne parle ici que de l'apparence sous laquelle tu exerçais ton action sur moi, mais tous les enfants n'ont pas la persévérance et l'intrépidité de chercher aussi longtemps qu'il faut pour trouver la bonté. Tu ne sais t'y prendre avec un enfant qu'en recourant à la force, au bruit, à la colère, ce qui dans mon cas te semblait d'autant plus approprié que tu voulais faire de moi un garçon fort et courageux. Je ne peux évidemment pas décrire aujourd'hui tes méthodes d'éducation au cours de mes toutes premières années, mais je peux assez bien me les représenter en les déduisant de ce que j'ai connu plus tard et de la manière dont tu traites Félix, à quoi s'ajoutent certaines circonstances aggravantes. Que tu étais plus jeune à l'époque, donc plus vif, plus emporté, plus spontané, totalement pris en outre par la magasin. C'est à peine si tu pouvais te montrer à moi une fois par jour, et tu me faisais alors une impression d'autant plus profonde qu'il ne risquait guère de se muer en une plate habitude de mes premières années. Je n'ai le souvenir direct que d'un incident, tu t'en souviens peut-être aussi. C'était une nuit, je n'arrêtais pas de geindre pour avoir de l'eau, non pas à coup sûr parce que j'avais soif, mais à la fois pour embêter le monde et pour me distraire. Comme les menaces pourtant sévères et répétées n'y faisaient rien, tu finis par me sortir du lit et tu me portas sur la véranda où tu me laissas seul.
debout, en chemise devant la porte fermée. Je ne veux pas dire que ce fut une erreur. Je veux simplement, en évoquant ce fait, caractériser tes méthodes d'éducation et l'action qu'elles ont exercée sur moi. La leçon, sans doute, me les rendit plus docile, mais intérieurement, elle me porta préjudice. Telle est ma nature que je n'ai jamais pu établir le lien exact entre le fait pour moi absolument normal de demander de l'eau sans avoir soif et celui particulièrement horrible d'être porté dehors. Des années après, j'étais encore torturé à la pensée que ce géant, mon père, la dernière instance, était encore capable de me sortir du lit et que j'étais donc un tel rien pour lui. Ce n'était alors qu'un petit début, mais ce sentiment de nullité qui si souvent me domine, et qui peut être aussi à certains égards un sentiment noble et fécond, tient pour beaucoup à ton influence. J'aurais eu besoin qu'on m'encourage un peu, qu'on me témoigne un peu de gentillesse, qu'on dégage un peu le chemin devant moi, au lieu de quoi tu me le parais. Dans l'intention, certes, louable, de m'en faire prendre un autre, mais pour lequel je n'étais pas fait. Tu me félicitais, par exemple, quand je marchais au pas et saluais comme il faut, mais je n'étais pas un futur soldat. Tu me félicitais de même quand j'étais capable de manger beaucoup à grande bouchée, qui plus est en buvant de la bière, ou quand j'étais capable de reprendre des chansons que je ne comprenais pas, ou de répéter comme un perroquet tes expressions favorites, mais rien de tout cela n'appartenait à mon avenir. Il est significatif qu'aujourd'hui, encore, tu ne me flattes que lorsque tu es toi-même mis en cause, que lorsque tu es toi-même mis en cause. Mais outre le fait que j'ai dépassé l'âge où on est guère plus sensible aux encouragements, à quoi pourrait-il me servir que lorsque je ne suis pas au premier chef concerné, c'est autrefois que j'aurais eu besoin d'être encouragé. Et en toutes circonstances, j'étais déjà écrasé par ta simple apparence physique. Je me souviens de ces jours à l'école de natation où nous déshabillions d'ensemble dans une cabine, moi maigre, faible, le corps étroit, toi, grand, fort, large. Dans la cabine déjà, je me faisais un effet lamentable, non seulement face à toi, mais face au monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Et lorsqu'ensuite nous sortions pour aller vers les gens, moi maigre, faible, le corps étroit, toi, grand, fort, large, dans la cabine, déjà, je me faisais un effet lamentable, non seulement face à toi, mais face au monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Et lorsqu'ensuite nous sortions pour aller vers les gens, moi, te tenant la main, petit squelette, flageolant, pieds nus sur les planches, paralysé par la peur de l'eau, incapable de répéter les mouvements de la nage que dans une louable intention, mais de fait, à ma grande honte, tu faisais et refaisais inlassablement devant moi, alors j'étais très désespéré. Et à de tels moments, tous les déboires que j'essuyais dans tous les domaines se répandaient en moi dans une harmonie grandiose. J'étais reconnaissante de ne pas sembler remarquer ma détresse, aussi bien étais-je fier du corps de mon père. Cette différence d'ailleurs subsiste aujourd'hui encore entre nous inchangée. À quoi faisait écho ta souveraineté intellectuelle? Tu t'étais levé seul à la force du poignet, d'où cette confiance illimitée que tu accordais à ta propre opinion. Encore la chose n'était-elle pas aussi aveuglante pour l'enfant d'alors qu'elle le devint plus tard pour le jeune homme presque adulte de ton fauteuil? Tu gouvernais le monde, ton opinion était la bonne, tout autre était extravagante, cinglée, anormale. Si grande était ta confiance en toi que tu pouvais manquer à la plus élémentaire logique sans pour autant cesser d'avoir raison, et tu pouvais vitupérer contre les Tchèques, puis contre les Allemands, puis contre les Juifs, et ce non seulement à propos des détails, mais à propos de tout, si bien que pour finir, il ne restait plus personne en dehors de toi, et de fait, tes raisons l'emportaient plus souvent sur les miennes, plus souvent qu'à leur tour, qui se comprenaient aisément dans la conversation, car nous allions rarement jusqu'à la conversation, mais qui était vrai aussi dans la réalité,
Toutes ces idées, en apparence indépendantes de toi, étaient d'emblée grevées par ton jugement négatif. Et je ne parle pas ici, je ne sais quelle haute pensée, mais de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffisait d'être heureux à propos d'une chose quelconque, d'en être empli, d'en parler. Une fois rentré à la maison, la réponse était un soupir d'ironie, un hochement de tête, un tapotement de doigts sur la table. J'ai déjà vu beaucoup de mieux. Ou bien, si tu crois que j'ai la tête à ça, ou bien, c'est à moi que tu viens dire ça, ou bien, ça te fait une belle jambe, ou bien, en voilà un événement. Bien entendu, on ne pouvait pas exiger que tu t'enthousiasmes pour des bagatelles d'enfants. Alors que tu vivais dans la peine et le souci. Là non plus n'était pas le problème. Le problème était plutôt que tu ne pouvais t'empêcher de ménager des déceptions de ce genre à l'enfant, en vertu de ton caractère opposé au sien, que ces déceptions de l'enfant que cette position, ensuite, ne pouvait s'aggraver que par accumulation de matériaux, au point qu'elle en finit par devenir une habitude. Elle se manifestait même lorsque par hasard tu étais de mon avis. Enfin, que s'agissant de toi, dont la personne faisait tout orienter en tout, ces déceptions de l'enfant n'étaient pas de celles que réserve la vie ordinaire, mais touchaient droit au cœur, le courage, la détermination, la simple joie. Rien ne pouvait tenir jusqu'au bout dès lors que tu étais contre, dès l'instant seulement où l'on pouvait te supposer hostile. Et on le pouvait assurément à propos de tout ce que je faisais, ou presque. Il va de soi que ceci n'est pas un reproche, mais une simple constatation. Ce qui valait pour les idées valait aussi bien pour les hommes. À peine avais-je montré un peu d'intérêt pour quelqu'un, ce qui n'arrive pas très souvent étant donné mon caractère, que sans le moindre égard pour mon sentiment, sans même considérer mon jugement, tu te répondais en injures, en calomnies, en propos avilissants, des êtres innocents, enfantins, comme l'acteur qui dit le vit, par exemple, eurent à en pâtir sans le connaître. Je vis un jour à son sujet une sortie épouvantable que j'ai dû oublier, mais dans lequel tu comparais à de la vermine, recourant automatiquement, comme tu le faisais si souvent à propos des gens que j'aimais, au proverbe du chien et des puces. Je me souviens ici en particulier de l'acteur, parce qu'à l'époque, j'ai noté tes propos avec ce commentaire: mon père parle ainsi de mon ami qu'il ne connaît même pas, uniquement parce qu'il est mon ami. C'est une chose que je pourrais toujours lui opposer quand il me reprochera mon manque d'amour filial. Je n'ai jamais compris chez toi cette totale sensibilité à la peine et à la honte que tu pouvais m'infliger, à croire que tu n'avais aucune idée de la force de ta force. Moi aussi, bien sûr, j'ai plus d'une fois des mots blessants pour toi, mais chaque fois je le savais. J'en souffrais. À peine avais-je prononcé un, un mot pour toi mauvais, que chaque fois je le regrettais. Je ne pouvais pas retenir le mot. Mais toi, tu assénais froidement tes mots, sans pitié pour personne, ni pendant ni après. On était devant toi absolument sans défense, et ainsi en allait-il de toute ta pédagogie. Tu as, je crois, un talent d'éducateur. Ton éducation aurait certainement pu être utile à un être de ton espèce. Il aurait perçu dans ce que tu disais la part de bon sens. Il n'aurait pas cherché plus loin et se serait tranquillement acquitté les choses. Mais pour l'enfant que j'étais, chaque mot que tu me criais était ni plus ni moins qu'un commandement du ciel. Je ne l'oubliais jamais. Il restait le premier instrument dont je disposais pour juger le monde, et d'abord pour te juger toi-même. Et là, ta faillite était complète. Les repas étant à l'époque la principale occasion que nous avions d'être ensemble, ton éducation consistait en grande partie à m'enseigner
la manière correcte de se tenir à table. Tout ce qui venait sur la table devait être terminé. La qualité de la nourriture ne souffrait pas la discussion, mais toi, souvent tu l'as trouvé immangeable. Cet abruti, la cuisinière, avait encore gâché la bouffe. Tu avais une telle propension à manger vite, brûlant et à grande bouchée tout ce qui venait sur la table. L'enfant devait se dépêcher. Il régnait autour de la table un silence lugubre, entrecoupé de remontrances. Mange d'abord, tu parleras après. Ou bien plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ou bien, tu vois, c'est fini depuis longtemps. On n'avait pas le droit de ronger les os, toi si. On n'avait pas le droit de licher le vinaigre, à même la cuillère, toi si. Le pain devait être absolument coupé droit, mais que tu utilises pour le faire un couteau dégoûtant de sauce était indifférent. Il fallait veiller à ce qu'aucune miette de nourriture ne tombe à terre, mais pour finir, c'est sous ta place qu'on en trouvait le plus. À table, on ne devait s'occuper que de manger, mais toi, tu te curais, tu te coupais les ongles, tu taillais des crayons, tu t'es nettoyé les oreilles au cure-dent. Je t'en prie, père, comprends-moi bien. Ces choses auraient pu être en soi des choses parfaitement insignifiantes. Elles ne devenaient sérieuses pour moi que dans la mesure où toi-même, l'homme qui faisait si prodigieusement autorité à mes yeux, tu n'observais pas les commandements que tu me dictais. Le monde dès lors apparut divisé en trois. Un monde dans lequel je vivais en esclavage sous des lois qui n'avaient été forgées que pour moi et auxquelles, par-dessus le marché, je ne pouvais jamais satisfaire pleinement. Un deuxième monde, infiniment éloigné du mien, dans lequel tu vivais, occupé à gouverner, à distribuer des ordres et à te mettre en colère parce qu'ils n'étaient pas suivis. Un troisième monde, enfin, où le reste des gens vivaient heureux, ignorant des ordres et de l'obéissance. J'étais continuellement dans la honte. Soit j'obéissais et c'était la honte car tes ordres ne valaient que pour moi. Soit je me rebellais et c'était encore la honte car de quel droit osais-je me rebeller contre toi? Soit j'étais incapable d'obéir parce que je n'avais pas ta force, par exemple, ni ton appétit, ni ton adresse, toutes choses pourtant que tu exigeais de moi comme des évidences. Et c'était assurément la plus grande honte. Ainsi roulaient non pas les pensées, mais les sentiments de l'enfant. Ma situation d'alors paraîtra peut-être plus claire si je la compare à celle de Félix, car tu le traites de la même manière. Tu vas jusqu'à utiliser contre lui